Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Studio Santé, pardon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Al-Saman qui va nous faire un topo sur la chirurgie bariatrique et la prise en charge à domicile. Et nous sommes accompagnés de Vanessa Vincent Stella, la diététicienne réseau Studio Santé, à qui je laisse la parole pour vous présenter ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. On va donc faire cette présentation sous peu et on l'a organisée aujourd'hui pour se caler un peu sur cette journée du 4 mars 2024 de lutte contre l'obésité. Donc, je vais laisser la parole au docteur Al-Saman et puis moi, j'interviendrai quelques minutes à la fin pour vous parler de nos prises en charge des patients donc, à domicile. Juste un tout petit rappel par rapport au fait que vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet chat. Je vais gérer les questions et je les donnerai au docteur Al-Saman ou à Vanessa à la fin du webinaire. Et elles pourront répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Voilà, bon webinaire. Et bonjour, Bonjour, docteur Al-Saman. Bonjour. bonjour Géraldine, bonjour Vanessa, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le docteur Al-Saman Sophie, je travaille à l'infirmerie protestante à Caluire, c'est près de Lyon. Je suis chirurgien digestif et je fais quasi exclusivement de la chirurgie bariatrique avec une orientation prise en charge aussi médicale parce que j'ai aussi une formation de nutritionniste. Donc cette semaine, le 4 mars, c'était la journée mondiale de lutte contre l'obésité. En fait, c'est plutôt toute une semaine. Vous avez sûrement eu vent des informations à propos de cette journée-là. Il y a eu pas mal de communication, il me semble, même à la radio et à la télévision. Donc le but de l'exposé, c'est de refaire un petit peu le point sur la prise en charge de l'obésité, de parler de la chirurgie, mais pas que, et de parler du rôle majeur et central qu'ont les infirmières dans cette prise en charge, et notamment les infirmières à domicile. Donc, c'est un topo qu'on avait déjà fait il y a quelques années avec Géraldine, toujours sur ce thème de la prise en charge de l'obésité. Le fond reste le même, il n'y a pas eu de révolution, mais on a quand même des nouvelles thérapeutiques qui sont arrivées. Et puis, on a surtout cette mise en avant de l'ambulatoire qui fait que le rôle de l'infirmière libérale est encore plus important, comme nos patients quittent nos structures très vite. Donc, je vous ai mis un petit peu le sommaire de cet exposé. On va redéfinir ce qu'est l'obésité, parler des recommandations, des traitements médico-chirurgicaux, de la prise en charge à domicile avec les infirmiers et infirmières libéraux. Alors, l'obésité, c'est une maladie qui se définit par l'OMS comme un excès de masse grasse avec des conséquences négatives sur la santé. C'est la première épidémie mondiale, c'est un véritable problème de santé publique. Vous avez vu, il y a des publications là qui sont arrivées cette semaine. Il y a 1 milliard de la population mondiale qui est en état de surpoids et d'obésité, avec une surmorbidité et une surmortalité majeure. Je vous ai mis la fiche de la CNAO, le Comité national des associations de patients en état d'obésité, qui a fait une super campagne de stigmatisation et de lutte contre la grossophobie. Donc, je vous ai mis leurs affiches qui sont très sympas cette année. Alors, les diapos que je vous montre là sont les mêmes que je montre à mes patients en consultation. On est obèse ou on est en surpoids, il y a un seul mécanisme, plusieurs causes et beaucoup de conséquences. Le seul mécanisme, c'est qu'à un moment, on a apporté plus qu'on a dépensé. Mais quand on a dit tout ça, ça ne veut pas dire qu'on a mangé plus que ce qu'il fallait. D'accord? C'est juste un déséquilibre entre les apports et la dépense. Les causes, il y en a plein. Ça peut être de mauvaises habitudes alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, un patient qui était sportif, qui a arrêté, l'arrêt du tabac, les variations hormonales, un choc émotionnel, des traumas profonds qui refont surface ou pas, des facteurs héréditaires, la prise de médicaments, il y a plein de choses. J'insiste un petit peu sur la notion de trauma, c'est un mouvement de communication là qu'on a en ce moment. Faut vous dire que dans les patientes qu'on prend en charge, il y en a plus de la moitié qui ont été victimes d'abus sexuels ou de maltraitance à caractère sexuel dans leur enfance, que ce soit des hommes ou des femmes. Et je pense que c'est très important. On commence à avoir une libération de la parole des soignants et des soignés en ce moment.
C'est pas la thématique du webinaire. On pourrait en refaire un là-dessus. C'est pas inintéressant, mais en tout cas, c'est un sujet euh, pour lequel il ne faut pas avoir de tabou parce que les prendre en charge, ça veut forcément, à un moment ou à un autre, rencontrer des patients qui auront besoin qu'on mette des mots là-dessus. Les conséquences, les conséquences, elles sont sur tout l'organisme et même sur le moral, avec 4 conséquences principales que vous connaissez bien, les maladies cardiovasculaires, le diabète, la prépondérance des cancers. On sait qu'il y a une flambée des cancers sur notre génération et ce sera probablement en lien avec le surpoids et l'obésité, et puis les troubles ostéo-articulaires. Alors, la prise en charge de ces patients, elle est toujours à 4 axes. C'est le patient qui est assis sur un tabouret à 4 pieds. On a une prise en charge médicale, paramédicale, soignante, accompagnante, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas un caractère médical et paramédical. Un accompagnement psychomotivationnel qui là aussi peut revêtir plusieurs plans. Ça peut être la psychologue, le psychiatre, mais aussi le psychothérapeute, le psychanalyste, le coach, le sophrologue, voilà, l'acupuncteur, l'hypnotiseur. On peut mettre beaucoup de choses dedans. L'essentiel, c'est qu'il soit accompagné par des gens formés. On est très ouvert ici au cabinet aux médecines douces. J'aime pas dire les médecines parallèles, mais en tout cas les accompagnements longs dans le temps, doux et plutôt bienveillants, à condition que ce soit des gens formés et pas malheureusement le flot de charlatans qu'on a sur cette thématique du poids et de l'obésité qui gravitent un peu comme des cafards autour de nos patients. Et d'ailleurs, il faut essayer d'être vigilant et de dire à nos patients que tout le monde n'est pas bienveillant avec eux. L'accompagnement nutritionnel et diététique, mais ça, ma collègue vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et puis, bien sûr, l'activité physique adaptée. Volontairement, j'ai pas écrit le sport parce que c'est pas forcément aller à la salle de sport ou faire du sport, mais c'est juste avoir une activité physique régulière. Alors, vous avez de la chance, je vous aurais vu il y a un mois, on n'avait pas les nouvelles recos de l'HAS. Elles sont tombées en fin de mois de février avec cette page qui a été faite par la Haute Autorité de Santé qui est plutôt bien faite avec des recos très longues, très détaillées pour l'ensemble des personnels. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire suivre le lien parce qu'il y a tout un chapitre concernant le rôle de l'infirmier dans ce dossier de l'HAS qui est assez intéressant. Si on reprend les choses un petit peu plus en détail, ils nous remettent une définition de l'obésité, maladie chronique complexe avec un impact sur la santé et la qualité de vie. Et puis, ils nous demandent d'avoir une approche pluriprofessionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas se limiter seulement à avoir un IMC, mais vraiment co-construire un projet. Et nous, on est beaucoup sur le mot de plan de soins personnalisé, accompagnement personnalisé, parce qu'il n'y a pas une obésité, une maladie obésité, mais il y a des patients souffrant de cette maladie et il y en a 1 milliard sur Terre, donc on se doute bien qu'il n'y a pas une réponse universelle. Ils nous ont demandé de beaucoup communiquer sur les 4D, dépister. Alors, j'ai envie de vous dire que le dépistage, il est assez vite fait. Quand vous allez au domicile d'un patient, quand vous avez un patient à votre cabinet, il suffit de regarder le patient pour se faire déjà une idée, mais pas que. Mais déjà, ça fait un bon dépistage. Passer le dépistage, il y a le diagnostic. Ensuite, il y a en discuter avec le patient, peut-être mettre le mot de la maladie et en parler, parce que j'ai des patients qui sont adressés pour complètement autre chose de chirurgie viscérale qui font 150 kilos et quand je leur parle de leur poids, ils me disent que je suis le premier soignant qui met un mot là-dessus. Et puis, il faut décider ensemble. Décider ensemble, ça veut dire le patient et nous tous. Ça veut pas juste dire nous tous sans le patient. Ça veut pas dire juste le patient et le chirurgien. Ça veut dire le patient et toute l'équipe. Elles sont très bien faites, ces recos. Les recos HAS habituels concernant la chirurgie, vous les connaissez par cœur parce que ça fait 1000 fois qu'on les entend. C'est un IMC supérieur à 40 ou un IMC supérieur à 35 avec des comorbidités, après une prise en charge pluridisciplinaire de long terme et qui a échoué. Et on se retrouve en dernier recours à devoir proposer une prise en charge chirurgicale. La chirurgie de l'obésité, elle est soumise à une ERCP, comme la cancéro, et elle est soumise à une entente préalable de la sécurité sociale. Les recos, elles datent de 2009, malheureusement, mais vous voyez, là, on est sur une nouvelle vague de travail de l'HAS, donc ça va se remettre à jour.
Les contre-indications, c'est évidemment les troubles cognitifs, les troubles du comportement alimentaire, mais ça, ma collègue vous en parlera tout à l'heure. C'est une contre-indication qui n'est pas absolue si le patient est pris en charge. C'est le problème des addictions. Nous, on travaille énormément avec les équipes d'addictos. C'est la grossesse, bien sûr. Et puis, c'est quand on sait qu'on a un pronostic vital mis en jeu à court terme et qu'il n'y aura pas de bénéfice. Alors, l'évaluation préopératoire, on va la passer très vite parce que c'est finalement pas vraiment ça qui vous concerne, mais c'est important que vous sachiez qu'avant de les prendre en charge, ils ont tout un bilan parce qu'on a mauvaise presse, les chirurgiens bariatriques. Souvent, on entend dire ah, vous avez vu le patient le lundi et le mercredi, il est au bloc. Ça se passe pas vraiment comme ça. En tout cas, dans les équipes qui font ça correctement. Le patient rencontre obligatoirement le psychologue et ou le psychiatre s'il y a besoin, un diététicien, une diététicienne et un médecin nutritionniste qui pourra demander l'avis d'un confrère endocrinologue. Ils ont un bilan sanguin, nutritionnel et vitaminique très important, une évaluation de la fonction hépatique, de la fonction respiratoire, de la fonction cardiaque. Donc, ils rencontrent tous ces praticiens-là. Ils ont une gastroscopie avec des biopsies systématiques. Nous savons que ce sont souvent des femmes qui n'ont pas de suivi gynéco parce que il y a de la pudeur, de la honte, beaucoup de grossophobie. Beaucoup de gynécos n'ont pas de table adaptée avec les étriers. Et donc, très souvent, elles n'ont jamais eu de frottis et ne font pas leur suivi mammo. Donc, nous, on le demande. Elles ont un Doppler systématique des membres inférieurs pour dépister la maladie veineuse, mais aussi un dépistage de l'athérome artériel. Donc, on peut compléter ce Doppler par un Doppler des TSA. Une prise en charge de leur addiction tabaco. Une consultation chez le dentiste parce qu'on va leur demander de mâcher et que pour mâcher, il faut avoir des dents. Ça peut vous sembler tout bête, mais je pense que Vanessa en parlera aussi tout à l'heure. Le coefficient de mastication, c'est très important. Donc, il faut qu'elle voie le dentiste. Dans les nouvelles recos, on insiste sur le fait que les patients aient une évaluation préopératoire par un kiné ou par un APA sur leur capacité à l'activité physique adaptée. Jusqu'à maintenant, c'était assez fait de manière aléatoire. C'était pas obligatoire. Les recos de la semaine dernière nous invitent à le faire. Donc, on va forcément plus travailler là-dessus. Il bénéficie d'un programme d'éducation thérapeutique qui, chez nous, a deux axes. Un axe en présentiel, avec des ateliers avec la psychologue, des ateliers avec la diététicienne et des ateliers avec moi, mais aussi une éducation thérapeutique dématérialisée par l'unique programme d'éducation thérapeutique dématérialisé validé par la chaise qui s'appelle NUV. Et cette éducation thérapeutique se poursuivra aussi en post-opératoire. Donc la prise de sang dont on a parlé tout à l'heure, elle vise à identifier les carences, évidemment les comorbidités, diabète, dyslipidémie, pathologie endocrinienne associée, et à faire le dépistage de la dénutrition, parce que comme vous savez, on est souvent obèse dénutri, avec notamment une dénutrition protéique, qui va nous emmener à des complications post-opératoires. Et si on traite cette dénutrition préopératoire, vous, après, quand vous avez l'alimentation entérale ou parentérale à la maison, on va moins galérer quand même à remonter le bilan nutritionnel du malade. Donc, on la dépiste systématiquement. On va très rapidement parler des techniques chirurgicales. Le but, c'est absolument pas de vous faire un cours de chirurgie. C'est juste que vous ayez bien conscience qu'il y a trois types de techniques, l'anneau, la sleeve et le bypass, qu'il n'y a que pour l'instant ces techniques qui sont validées par les autorités de santé et que les affreux jojos qui font de la magie chirurgie en inventant des techniques ou en prenant un petit bout d'une technique combinée à une autre et en disant qu'il va avoir des meilleurs résultats, il n'y a pas grand-chose d'autre de validé. Donc on va regarder ces trois techniques-là. En aparté, surtout à Lyon, pour mes collègues de la région, on a des chirurgiens, il y a entre 20 et 30 ans, qui ont fait ce qu'on appelait des GVC, gastroplastie verticale calibrée. Ça se faisait par laparotomie. On estime entre 50 000 et 70 000 le nombre de patients qui ont subi cette intervention il y a quelques années. Donc, c'était une laparotomie et c'était un mélange d'un début de sleeve, vous voyez, avec l'agrafage, et d'un anneau. C'est des chirurgies qui nous compliquent beaucoup la vie maintenant parce qu'elles sont toutes en échec.
Surtout les patients ont été opérés par laparotomie, donc ça nous complique l'accès en célioscopie. Mais voilà, si vous avez un patient qui vous dit j'ai eu un anneau par laparotomie, en fait, il a eu ça. Juste que vous sachiez. Alors, un bon schéma vaut mieux que 1000 mots. Si ça marche, ce sera super, mais normalement, j'avais vérifié et les vidéos doivent marcher. Donc, toutes les techniques de chirurgie bariatrique se font par célioscopie, des petits trous, avec 5 incisions dans la majorité du temps qui sont à peu près positionnées comme vous avez vu là pour un anneau. On va viser l'estomac, d'accord, comme on voit sur cette vidéo d'introduction de l'anneau. Pour un anneau, on va faire rentrer cette petite bouée en plastique à travers un de nos trocars. On va le mettre en place au quart supérieur, entre le quart et le tiers supérieur de l'estomac pour avoir un effet un petit peu sablier, un effet ceinture. Et quand les patients vont se réalimenter, ça va bloquer sur la ceinture. Sous la peau, vous avez ce qu'on appelle le boîtier, la chambre implantable. C'est exactement la même chose qu'un pack de chimiothérapie ou d'antibiothérapie, sous les petites côtelettes à gauche, qui va nous permettre de régler cet anneau. Donc vous voyez, le bol alimentaire descend dans l'œsophage, on n'a pas changé l'anatomie gastrique. Ça arrive dans la petite poche d'estomac, ça fait un frein au niveau de la ceinture, donc ça donne une impression de réplétion, de sensation précoce et surtout ça a une vidange lente de l'estomac. Donc ça amène à notre cerveau la sécrétion des hormones de la satiété. Le temps passant, notre petit patient y maigrit, on est content. Et on va demander à nos collègues radiologues de venir piquer dans cette chambre implantable sous-cutanée, d'injecter de l'eau et de venir gonfler le ballon pour accentuer la sténose, puisqu'il y a une petite chambre, il y a une petite bouée dans le ballon. Et donc, on va pouvoir venir serrer et desserrer l'anneau en fonction de la tolérance digestive du malade. Concernant la sleeve, donc s'il y a besoin de remettre les vidéos, je propose Géraldine qu'on le fasse à la fin, comme ça on avance. Concernant la sleeve, donc sleeve en anglais ça veut dire un manchon. Donc là c'est encore plus simple que pour un anneau. On met un tube de calibration et on vient faire une gastrectomie longitudinale le long de ce tube et on enlève cette partie d'estomac. Donc l'anatomie gastrique n'est pas modifiée, l'anatomie digestive n'est pas modifiée, mais on a enlevé une partie de l'estomac qui va donc avoir deux effets, cette sleeve. Le premier effet, un plus petit bol alimentaire avec une vidange plus lente de l'estomac. Mais surtout, on a enlevé une partie de l'estomac qui sécrétait des neurohormones digestives de régulation de l'appétit. Peut-être que ce sont des hormones dont vous avez entendu parler, comme la gréline. Donc, ça a aussi une action un petit peu endocrinologique. Mais on n'a pas changé l'anatomie de nos patients. Continuons dans la difficulté un petit peu technique, mais vous allez voir avec la vidéo, on comprend bien. Le bypass. Donc, vous avez tous entendu parler qu'il y avait deux types de bypass. Le bypass en oméga, le bypass en Y. Le bypass en oméga, on n'a plus le droit de le faire depuis 3-4 ans en France parce qu'il donnait soi-disant des reflux. On est tous très actifs d'un point de vue national, européen et international pour remettre On est le seul pays au monde où c'est interdit et on aimerait bien qu'on puisse le refaire parce que c'était une très bonne solution pour nos malades et il y a des publications récentes encore pour nous montrer que ça marchait bien. Somme toute, un bypass, c'est quoi? C'est une découpe d'estomac, on n'enlève rien, on découpe et on vient relier notre petit estomac, notre néogastre, à un bout d'intestin. Donc on a fait un bypass, on a bypassé le duodénum et les premières anses digestives. Le bol alimentaire qui est bleu, vous voyez, il passe de cette petite poche d'estomac directement à l'intestin. Et les sécrétions biliaires qui sont en vert bleu, là, que vous voyez, rejoignent le bol alimentaire beaucoup plus tard, ce qui fait qu'on a une malabsorption calorique, vitaminique et glucidique créée. Donc on crée mécaniquement une malabsorption et on va donc créer mécaniquement de la carence. Alors, vous, ce qui vous intéresse, c'est l'après. Donc, c'est pour ça que j'ai fait très vite sur l'avant. Avec quoi sortent nos patients? Nos patients, ils sortent avec une ordonnance Péros assez simple, des antalgiques, un fluidifiant biliaire, des IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, Inexium et autres, des antinauséeux parce qu'ils ont toute chirurgie de l'estomac donne un peu des nausées, et des laxatifs. Ils ont une deuxième ordonnance avec des vitamines qu'on ne va pas se presser de commencer à prendre. On peut largement attendre 15 jours, 3 semaines avant de commencer.
Ils ont des HBPM pour une dizaine de jours et ils ont le planning de leur rendez-vous de suivi du premier semestre avec tous les rendez-vous chirurgiens, psychologues, diététiciennes et nutritionnistes qui sont déjà pris au moment de la sortie. Quand nos patients sont ambulatoires, ce qui représente maintenant chez nous plus de 60 à 70% de nos prises en charge, les patients vont ressortir de l'hôpital avec leur cathéter de perfusion qui aura été mis en place pour le bloc, donc ils ressortent déjà cathlonés. On met systématiquement en place un prestataire et on a une prise en charge avec par IV sur la VVP, de l'hydratation, des antalgiques, les IPP, les antinauséeux et on va fonctionner par tranche de 48-72 heures. La prise de constante sous tension température une fois par jour, demandée sur l'ordonnance par l'infirmière qui met les perfusions. On va mieux comprendre après pourquoi. Et l'injection d'HBPM, la majorité du temps une fois par jour, dans de rares cas 2 fois par jour pour une dizaine de jours. Donc vraiment, le premier travail initial au retour à domicile, c'est de venir perfuser le malade à son retour, donc généralement à partir de 17-18 heures au J0 du bloc. Le planning de suivi, je vous en ai parlé, il est très régulier la première année, entre 4 et 6 rendez-vous avec nous, plus tous les autres praticiens. Et puis après, on passe sur une surveillance à tous les 6 mois si tout va bien, avec un planning suivi selon les recommandations de la HAS. Mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça. L'essentiel, c'est que vous sachiez que tous les patients, normalement, ont tous les rendez-vous organisés déjà. Et donc, ce n'est pas normal si vous voyez un patient qui ne sait pas quand est-ce qu'il doit voir la diététicienne ou la psychologue. Les consignes alimentaires au retour à domicile, elles tiennent dans pas grand-chose. Je laisserai vraiment le détail à Vanessa tout à l'heure. C'est d'expliquer au patient que quelle que soit sa chirurgie, anneau, sleeve ou bypass, il doit manger des petits volumes, toujours favoriser les protéines, ne jamais boire en mangeant, pas de boisson gazeuse évidemment, de prendre son temps, de bien mâcher, de se poser la question de savoir s'il a faim ou pas. Donc si vous voyez un patient qui est en train de manger et qui vous dit j'ai pas envie de finir mon plat, vraiment s'interroger sur le fait de est-ce que vous avez encore faim ou pas, est-ce que vous arrêtez parce que vous avez peur de grossir. Voilà, mais il y a pas de consignes alimentaires monstrueuses comme on peut lire des fois sur les réseaux sociaux pour la suite. Il mange. J'aime pas bien cette diapo-là parce qu'elle est très simpliste, mais en gros, on va dire peau de bébé sans morceaux pendant les 10-15 premiers jours. Alors, le problème, c'est que quand je vous dis peau de bébé, vous pensez légumes et du coup, vous pensez pas protéines. D'accord? Donc, il faut que ce soit consistance peau de bébé, mais avec de la protéine. Donc, c'est pas comme ça qu'on leur explique en atelier thérapeutique, mais voilà, je pouvais pas trop détailler, donc j'ai essayé de faire au plus vite. Et on va rattaquer les morceaux. L'idée étant qu'un patient qui a un bon mastiqueur peut rattaquer beaucoup plus tôt les morceaux et éviter de mixer ou mouliner ses aliments. Voilà, c'est pareil, quand on vous dit mixer, mouliner, vous pensez à liquide. On ne veut pas d'alimentation liquide parce que s'ils mangent liquide, ça veut dire qu'ils boivent et qu'ils mangent en même temps et c'est absolument ce qu'on ne veut pas. Donc les mots sont toujours très compliqués. Donc nous, en atelier, on leur montre des photos. On a une association de patients où on fait des ateliers et on leur montre, voilà, on cuisine avec eux et on leur explique comment il faut faire. Dès le retour à domicile, donc dès le J0, ils peuvent marcher et monter les escaliers. C'est déjà très très bien. Et puis, on va rattaquer tranquillement l'activité physique, accompagné d'un kiné ou d'un APA ou pas s'il n'y a pas besoin, assez rapidement. D'accord? Mais on monte les escaliers et on marche au moins 30 minutes par jour dès le J0, retour de bloc. Les résultats sur le poids, ben, c'est ce pourquoi ils viennent nous voir. Je ne vais pas vous faire l'article. Ça marche bien, mais c'est pas magique. Vous voyez que systématiquement, dans le temps, il y a de la reprise de poids. Et qui dit reprise de poids veut dire que peut-être il y aura besoin d'une deuxième ou d'une troisième chirurgie chez certains. Et c'est de plus en plus vrai. L'efficacité, elle est, et pour nous, c'est le plus important, sur les comorbidités. La première comorbidité étant le diabète, mais aussi l'hypertension, l'hypercholestérolémie et l'apnée du sommeil. Avec un bypass à 5 ans, on a 90% de résolution de l'apnée du sommeil. Donc, vous passez d'un patient qui est appareillé à un patient qui est plus appareillé, d'un patient qui pouvait être insulino-requérant qui ne l'est plus. Donc, c'est pour nous, c'est ça l'important, et pour la collectivité, c'est ça l'important.
Et puis on n'oublie pas que toute chirurgie est grévée d'une certaine morbimortalité. On va en parler après. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que l'espérance de vie d'un patient obèse opéré est meilleure que l'espérance de vie d'un patient obèse non opéré. Et ça, maintenant, ça ne fait plus sujet dans la littérature scientifique. Donc, un patient opéré améliore son espérance de vie par rapport à un patient obèse non opéré. Les complications. On va s'attarder un petit peu là-dessus parce que c'est là aussi où évidemment votre rôle il est majeur. Les complications précoces, c'est-à-dire du premier mois, elles peuvent être d'ordre médico-chirurgical. On va les détailler. Très souvent, elles se passent à domicile puisque je vous ai dit nos patients ils sont ambulatoires, donc forcément c'est vous qui êtes au premier plan et au premier contact du malade pendant cette période post-opératoire avec en relais le médecin traitant. Donc vous allez avoir un véritable rôle de lanceur d'alerte de dépistage de la complication. Les complications tardives, à un mois, à plus d'un mois jusqu'à toute la vie du malade, la première étant évidemment la reprise de poids. Il peut y avoir quelques complications digestives, des occlusions, des choses comme ça. Des complications carentielles à distance, mais c'est pour ça qu'il y a les diététiciennes, les nutritionnistes et nous qui sommes là pour les dépister avec les patients. Il peut y avoir des surdosages médicamenteux. Un patient qui a perdu 50 ou 100 kilos ne doit pas prendre les mêmes doses de médicaments qu'avant sa perte de poids. Et puis des complications psychosociales. La chirurgie, c'est pas magique. On n'a pas gagné un euro million, on n'a pas changé de mari, on n'a pas changé d'enfant, on n'a pas changé de famille. Et il faut aussi ne pas se laisser éblouir par juste un résultat sur la balance. Ça ne règle pas tous les problèmes de la vie, voire parfois ça en crée et ça peut démasquer des grosses souffrances psychosociales ou familiales qui sont parfois dramatiques et qui remontent à la surface. Et donc on est bien habitué à ça, on est formé pour ça, on forme nos collaborateurs pour ça, pour les dépister et les prendre en charge. Ce qui nous intéresse, les complications précoces à domicile, quand vous voyez les patients 2 à 3 fois par jour, 3 signes cliniques qui doivent vous alerter, fièvre, douleur, tachycardie. C'est pour ça que sur nos ordonnances de sortie, il est demandé la prise des constantes 1 fois par jour. Toutes les complications de la chirurgie bariatrique de façon précoce à domicile, les 10-15 premiers jours tiennent là. Le saignement interne, les embolies pulmonaires et les thromboses veineuses profondes, les fistules, les occlusions, déficit nutritionnel, si on les a les 15 premiers jours, c'est qu'on a une complication chirurgicale parce que le patient ne peut pas s'alimenter et des problèmes avec la poche. Alors, un anneau, ça se complique comment? On peut avoir la première complication, c'est que là où il y a le boîtier, comme pour une chambre implantable, comme pour un pack de chimiothérapie, ça peut s'infecter. On a une plaie cutanée, donc ça peut s'infecter. Donc c'est pour ça qu'on vous demande l'inspection des cicatrices pour vérifier qu'il n'y a pas d'abcès au niveau du boîtier. L'anneau, il peut glisser, d'accord, entraînant une érosion de l'estomac. Et il peut aussi, dans le temps, créer une dilatation de la poche au-dessus, c'est-à-dire que des anneaux qui ne sont pas bien placés, des patients qui ne vont pas respecter les consignes alimentaires, peuvent créer une distension du petit estomac au-dessus et parfois avoir des conséquences dramatiques avec des perforations gastriques ou des anneaux qui rentrent à l'intérieur de l'estomac tellement l'estomac est distendu. Voilà ce qui peut se passer. Le reflux, ça arrive. C'est une complication, mais on va pouvoir la traiter médicalement. La sleeve. La principale complication, c'est la fistule, c'est-à-dire la non-cicatrisation de la ligne d'agrave. Donc, vous voyez là, on a un TOGD où on voit qu'on a du produit de contraste dans la fin de l'œsophage, le début de la sleeve, mais on a aussi une petite queue de rat là, de produit de contraste, c'est-à-dire qu'on a une fuite. L'hémorragie sur la ligne d'agrafe, la sténose de la sleeve et l'extrême dilatation de la sleeve, très souvent sur le non-respect des consignes alimentaires. La fistule avec l'hémorragie étant pour nous les deux urgences vitales et chirurgicales majeures qui vont toutes les deux donner douleur, fièvre et tachycardie. Donc on fait revenir les patients en permanence. Vous voyez, j'ai une sleeve de lundi qui n'allait pas bien, qui est revenue aujourd'hui. On a le scanner facile, on a la réhospitalisation facile, mais il faut que pour qu'on sache que le patient va pas bien, on ait des lanceurs d'alerte. Et parfois les patients ne veulent pas nous appeler ou n'osent pas nous appeler. Et là, typiquement ce matin, c'est l'infirmière libérale qui m'a appelé pour me dire que la patiente allait pas bien. Alors, la sténose, vous voyez, on voit bien qu'on a un petit souci de passage de produits de contraste.
Pareil, là aussi, un souci de sténose. Vous voyez, ça fait comme un sablier, en fait, blanc. La sténose et dessous, une grande dilatation de la poche. Ensuite, alors, le Gaillet de Wernicke, parce que c'est dans tous les livres et c'est dans tous les sites internet et que j'ai encore regardé pour faire ce webinaire et que ça y est encore, alors que je voulais l'enlever par rapport au dernier webinaire, c'est quoi? C'est un patient qui, n'ayant pas du tout pris ses vitamines ou s'étant mis dans un trouble du comportement alimentaire de type éviction alimentaire, anorexie, ou qui a beaucoup vomi, a perdu toute sa vitamine B1. La vitamine B1, elle est nécessaire au fonctionnement neurologique. Et on a des patients qui viennent avec des paralysies, des ataxies, des confusions. Donc nous, on a un discours très clair vis-à-vis de nos urgentistes. Toute chirurgie bariatrique qui arrive à la clinique a une perfusion de vitamines en systématique, quoi qu'il lui arrive, même une pneumopathie ou une embolie pulmonaire. Ça ne tue personne de faire des vitamines, d'accord? Et on ne perfuse jamais un bariatrique avec du glucosé, d'accord? Jamais, jamais, jamais. On perfuse les bariatriques avec autre chose que du glucosé, parce que si votre patient a un déficit vitaminique, en mettant du glucosé, vous allez l'aggraver. Donc, dans le cadre de l'urgence, quand il faut le perfuser, on ne met jamais de glucosé. Une fois qu'on le sait, une fois que nous, c'est écrit, il y a un panneau aux urgences dans tous les box, bariatrique égale perf de vitamine, pas de glucosé, et puis après, on est bon. La fistule sur sleeve, c'est vraiment ce qui va nous intéresser là dans l'urgence thérapeutique à domicile. 2 à 3% quand même de la population slivée. Elle survient à domicile entre J7 et J15, donc vous êtes encore au domicile des patients. Fièvre, douleur, tachycardie, on revient en systématique à la clinique, on appelle le chirurgien ou l'équipe d'astreinte de bariatrique, on ne va pas aux urgences du coin la plus proche. Le diagnostic, il est fait au scanner et si on n'a pas le scanner tout de suite, on met d'abord à l'arrivée du malade les antibiotiques, d'accord? Le pronostic, il est infectieux. Donc, toute heure de retard de mise en route des antibiotiques, c'est 10% de mortalité. Voilà. Donc, ils arrivent, ils sont pas bien, on met des antibiotiques et on fait le scanner et la bio après. C'est pas grave, c'est pas très bien pour les antibiorésistances si on l'a fait pour rien, mais c'est ça qui est important. La prise en charge de la fistule, elle peut être chirurgicale s'il y a besoin. Elle est de plus en plus endoscopique parce qu'on fait de plus en plus d'endoscopies bariatriques interventionnelles. Nous, on est un centre qui va se développer là-dessus avec mon collègue, le docteur Leclerc. Donc, de plus en plus, on peut drainer les fistules. Les facteurs de risque sont bien entendu les IMC très forts, un estomac déjà opéré, un patient diabétique non équilibré et un patient fumeur. Donc là, c'est pareil, on a parfois des infirmières libérales qui nous appellent en disant le patient, il est à J2, il fume déjà. Et on essaye de revoir le patient, d'avoir une consultation addicto en urgence avec l'infirmier de la clinique pour l'aider à minimiser sa reprise de tabac post-opératoire. Le bypass, dites-vous que c'est un petit peu comme la sleeve, on a les mêmes risques, beaucoup moins de risques de fistule, même si on a 2 coutures digestives, parce que c'est un montage qui n'est pas en pression, on a l'éviction du pylore. Ce qu'on craint beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le bypass de façon aiguë, c'est la hernie interne avec du coup une occlusion digestive, et puis à long terme, c'est la carence chez des patients qui ne vont pas bien écouter les consignes alimentaires. Vous avez sûrement entendu parler de ces carences vitaminiques du bypass. Elles sont multifactorielles. Je ne vais pas vous faire un cours de diététique. Vanessa en parlera peut-être un petit peu plus que moi. En tout cas, elles sont multiples. C'est pas que de ne pas prendre ces vitamines qui fait qu'on a des carences. On a des carences parce que peut-être ils les avaient déjà et qu'on les a pas corrigées. De toute façon, ils ont un défaut d'assimilation. De toute façon, ils ont une modification du pH gastrique aussi, qui fait qu'on absorbe moins bien, mais aussi et surtout parce qu'on a une diminution des apports. Le dumping syndrome, que vous devez connaître parce que vos patients peuvent en faire en post-opératoire à la maison et qu'il faut savoir diagnostiquer, c'est un patient qui 15 à 30 minutes après manger va se sentir pas bien. Il va avoir mal au ventre, une sensation d'estomac plein, il va vous faire un malaise vagal, il va être en sueur, il va transpirer, il va avoir des acouphènes, il va faire un vertige, il va avoir besoin de s'allonger, c'est très impressionnant. Voilà, il va être tachycarde quand vous allez lui prendre le pouls. Il va avoir très mal au ventre, il va devoir s'allonger et puis une demi-heure après, il va avoir une diarrhée.
La première chose à faire à domicile, c'est allonger le patient, le mettre en sécurité et essayer de l'hydrater IV rapidement si vous avez encore votre cathlon ou Péros s'il est compliant et qui peut le faire. Prendre une glycémie au malade à titre systématique et puis attendre une petite demi-heure, voir si ça passe ou pas. Et évidemment, si votre patient se dégrade et va pas bien, c'est direction les urgences. D'accord? C'est parce qu'ils n'ont pas bien respecté les consignes alimentaires qu'on leur donne. C'est normal, il faut qu'ils s'habituent à ce nouveau corps, à ce nouvel estomac. Donc au départ, on a un petit temps d'adaptation. Associez bien le dumping syndrome au bypass, beaucoup moins aux autres techniques. Un tout petit mot sur contraception et grossesse, on en avait déjà parlé la dernière fois. L'héménométrorragie qui pourrait être gérée par une alimentation riche et variée chez le commun des mortels l'est beaucoup moins, notamment chez les bypassés qui sont déjà en carence, donc bien faire attention à ça. On fait attention à la contraception péros quand on a un bypass, puisque évidemment, il malabsorbe les aliments, il malabsorbe les médicaments. Une femme enceinte, pas d'épreuve d'hyperglycémie pour le dépistage du diabète gestationnel, parce qu'elle va vous faire un dumping syndrome. Voilà. Et puis, ayez bien en tête que perte de poids égale augmentation de la fertilité et que nous avons beaucoup de bébés du premier trimestre post-opératoire puisque beaucoup de femmes avaient des soucis d'infertilité préopératoire. Première cause d'infertilité aux États-Unis, c'est l'obésité. Ça va être bientôt le cas en France. Et que perdre déjà entre 5 et 10 kilos augmente vos chances de faire un bébé. Chirurgie réparatrice, évidemment, la question se pose et elle vous en parle, souvent quand vous les voyez pour autre chose à domicile. Il faut avoir bien stabilisé son poids, pas faire le yo-yo. Il faut être très, très, très accompagné d'un point de vue psy parce qu'elles sont majoritairement déçues du résultat, parce qu'elles pensent retrouver leur corps d'avant l'obésité et elles retrouvent un corps d'obèse qui a maigri, qui a été opéré d'une chirurgie réparatrice et qu'elles sont très souvent déçues. Donc nous, on temporise beaucoup, on fait beaucoup intervenir les patients témoins pour en parler. Et voilà, on confie ça aux chirurgiens réparateurs plus qu'aux chirurgiens esthétiques. Voilà, et on prend son temps, on ne se dépêche pas. Si on n'est pas éligible à la chirurgie pour plein de raisons, mais quand même qu'on est dans un état de surpoids ou d'obésité, et c'est probablement la majeure partie des patients que vous avez aussi à vos cabinets ou à domicile pour d'autres choses, des solutions existent. Alors, la solution très à la mode, dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'ils sont rentrés en bourse cet été, c'est le ballon intragastrique avalable. Je ne citerai pas sa marque. Donc c'est un ballon qui s'avale, qui va dans l'estomac, gonflé à hauteur de 600 millilitres. Ce ballon va prendre de la place dans l'estomac, donc on va manger moins. L'estomac va se vidanger moins vite, donc on a une sensation de satiété qui dure plus longtemps dans le temps et on a envie de remanger plus tard dans la journée. C'est une solution temporaire. Le ballon s'évacue seul par les voies naturelles. Là encore, pas d'anesthésie, pas de chirurgie, pas d'endoscopie pour celui-là. D'accord. Il reste 3 mois et demi, 4 mois dans l'estomac du patient avant de se désagréger et d'être éliminé dans les selles. C'est bien pour un patient qui n'est pas éligible à la chirurgie. C'est bien pour un patient qui a besoin d'une prise en charge courte. Rappelons malgré tout que l'importance n'est jamais le geste chirurgical ou la technique, mais vraiment l'accompagnement qu'on va donner à ces patients. Donc nous, ils ont exactement le même protocole pré-pose et post-pose de ballon qu'un patient bariatrique. Inconvénient, pas de prise en charge par la sécurité sociale puisqu'on ne rentre pas dans les critères. Les nouveaux médicaments, je ne pouvais pas ne pas vous en parler par rapport à il y a quelques années. Pareil, ça a fait grand bruit médiatique puisque l'usine a ouvert en France, qu'ils ont injecté 1,2 ou 1,5 milliard dans notre économie et qu'ils ont même bénéficié de la visite de notre président. Donc pareil, c'est la molécule qui s'appelle le liraglutide, connue sous le nom commercial, on ne va pas ne pas le citer, du Saxenda, dont vous avez peut-être entendu parler. Vous avez peut-être des patients traités par ça ou par des équivalents Ozempic ou Wegovy qui marchent un petit peu tous sur le même modèle.
L'indication du Saxenda est assez précise, un IMC supérieur à 30 ou 27 avec une comorbidité. Et on peut même l'administrer chez les ados à partir de 12 ans, ce qui est une cible, à mon sens, qui n'est pas inintéressante parce qu'on ne peut pas vraiment les opérer. C'est compliqué et qu'un ballon, c'est pas très confortable quand on est ado. Donc, ça peut être une cible thérapeutique. Excusez-moi, il manque un petit E. Je pense que le petit dessin de l'infirmière a mangé le E. Il y a des protocoles précis d'augmentation de dose. Donc, ça se présente exactement comme des stylos à insuline avec le patient qui va régler sa dose. Donc, il y a un protocole d'augmentation de la dose, un protocole de surveillance clinique et biologique. Les effets secondaires principaux sont la nausée, la céphalée, l'inconfort digestif avec des diarrhées. Et puis, certains patients qui ne le supportent pas du tout parce qu'ils ont de grosses douleurs abdominales. Et chez très rares patients, on peut avoir des pancréatites. Le problème pour l'instant du Saxenda, c'est qu'il n'est pas pris en charge, qu'il faut compter un coût entre 250 et 350 euros par mois. Donc, ce n'est pas anodin non plus dans la décision thérapeutique. On a une énorme pression médiatique, hein. Nous, on a, je pense, au moins 15 appels par jour. Pour avoir ce médicament-là, il faut garder la tête froide et il faut expliquer à un patient que Saxenda tout seul, ça ne marchera pas mieux que autre chose tout seul et qu'il faut absolument un accompagnement pluridisciplinaire. Le rôle de l'IDEL en chirurgie bariatrique avant de passer la main à ma collègue, ça va être un rôle de prévention et de diagnostic, puisque vous pouvez très bien voir un patient pour autre chose, un pansement, un autre soin à domicile. C'est bien entendu faire les soins et la surveillance post-opératoire lors du retour à domicile, qui maintenant n'est même plus à J1 ou à J2, mais plutôt à H4. Donc, vous voyez vraiment nos patients à la sortie du bloc, hein. Vous êtes presque déjà dans la salle de réveil pour caricaturer un petit peu les choses. Donc, vous allez nous donner l'alerte s'il y a un problème. Et puis, s'il y a une complication, c'est pareil. Maintenant, les complications, elles sont de plus en plus gérées à domicile quand la phase aiguë, elle est passée, notamment avec les antibiothérapies et les alimentations entérales et parentérales que vous avez sur voie centrale ou sur voie périphérique. Et donc, vous avez les patients là pour de longues semaines à domicile. On a dit tout à l'heure la surveillance post-opératoire, pouls, tension, température. Je vous remets tout ça, mais c'est ce que vous faites dans votre quotidien. Donc vraiment, nous, on insiste sur ces signes, pouls, tension, température, cicatrices, mais vous savez très bien. Et puis, vous avez le rôle de communiquer un petit peu aussi avec le patient sur la promotion de l'alimentation, sur la promotion de l'activité physique adaptée, sur les conseils de réalimentation, s'il y a besoin de répéter ou de reformuler des choses qu'on aurait mal expliquées. Si vous avez un patient à domicile qui fait le dumping, de lui expliquer ce que c'est, qu'il ne doit pas s'inquiéter, etc., etc. La fistule, on en a parlé. Ma collègue va vous parler de la réalimentation. Voilà, je répète toujours votre rôle d'alerte, de lanceur d'alerte et pour nous, en fait, vous êtes vraiment la clé du retour à domicile. C'est pour ça qu'on aime bien travailler avec le prestataire, qu'on aime bien travailler avec des infirmiers, infirmières avec lesquels on collabore régulièrement, qu'on connaît bien, qui viennent à nos formations, qui viennent à nos soirées, pour qu'on puisse voilà, partager des messages communs. Voilà, j'ai essayé de faire le plus vite que je pouvais, Géraldine. Oui, c'est parfait. On a commencé un petit peu en retard. Ce que je vous propose, c'est que Vanessa fasse sa présentation et qu'on prenne les questions en tout dernier. Ouais, exactement. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, Vanessa, elle va partager son écran. Il faudrait que vous arrêtiez le vôtre, Dr. Al-Saman, s'il vous plaît. Pas de problème. Tac, tac, tac. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je suis diététicienne chez Studio Santé. Je suis Vanessa et on est spécialisé dans la perfusion à domicile. Donc, mon rôle est plutôt au moment où vous nous adressez, Dr. Al-Saman, vos patients qui ont peut-être soit des douleurs, besoin d'une hydratation à domicile, des antiémétiques, et puis qui ont peut-être un peu compliqué parfois. Donc, moi, je vais surtout axer mon discours non pas sur la réalimentation, parce que ces patients-là, on ne les suit pas très longtemps à domicile. Donc, c'est plus la diététicienne de l'hôpital qui va faire le suivi tous les mois.
moi, je vais plutôt m'attacher à notre grande problématique qui est un enjeu de santé publique, qui est la dénutrition et qui peut également toucher le patient en situation d'obésité et notamment en post-chirurgie bariatrique. Donc, on a voulu marquer cette journée, cette semaine de lutte contre l'obésité. Docteur Al-Samman, vous en avez parlé. Je vous ai juste remis un peu les notions avec le guide du parcours de soins qui vient d'être publié par l'HAS le 28 février, en fait, qui a été mis à jour tout simplement, avec un onglet sur le suivi régulier à vie de l'état de santé global après chirurgie bariatrique. Et puis un volet sur la prise en charge des deuxième et troisième niveaux avec des recommandations de bonnes pratiques. Et donc, il y a un axe mis sur la prise en charge pré- et post-chirurgie bariatrique, avec notamment les complications nutritionnelles, les carences en vitamines et oligo-éléments. Donc, c'est vraiment très, très détaillé, très intéressant. Je vous invite vraiment à aller le consulter sur le site de l'HAS. Donc, notre rôle, je l'ai dit, hein, c'est l'hydratation, l'antalgique, l'antiémétique en post-opératoire, donc dans les 2-3 jours suivant l'opération, la chirurgie. Et puis, parfois, eh bien, on a des patients qui ont besoin d'une assistance nutritionnelle parce que ont pu avoir une complication, notamment de fistule, par exemple. Et dans ces cas-là, l'alimentation péros est proscrite et nous mettons en place une alimentation entérale ou parentérale à domicile. Donc la dénutrition, si on a besoin de rappeler un peu ce que c'est évidemment l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel, c'est-à-dire qu'on a moins d'apports que des besoins, mais ce qui nous complique un peu la tâche dans ces cas-là, c'est que c'est un petit peu le but aussi de cette chirurgie, c'est qu'évidemment, on diminue complètement les apports, on a une chirurgie qui nous apporte une réduction des apports et puis une malabsorption. Mais tout ça peut quand même conduire aussi à une dénutrition. Donc, nous, notre rôle en tant que soignants, que ce soit nous prestataires ou vous au domicile, les infirmières et infirmiers libéraux, c'est de veiller à ce que peut-être cette perte, en pesant régulièrement vos patients, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller pratiquement au-delà, juste un poids peut nous servir, c'est de voir que cette perte, elle va être graduelle, progressive et pas, même si elle est involontaire, et qu'elle ne soit pas trop importante. Donc, c'est un petit peu là, je trouve, la difficulté pour nous, c'est d'être sur ce fil et en plus avec des patients où on l'a bien vu, un contexte psychologique quand même assez parfois fragile, sensible, où nous devons, nous aussi, quand on demande le poids de nos patients qui sont justement en situation d'obésité, qui souhaitent en perdre, il va falloir y aller avec tact pour faire un suivi du poids. Donc la dénutrition, c'est délétère, ça entraîne des pertes tissulaires musculaires qui peuvent aller quand même jusqu'à évidemment des infections et un retard de cicatrisation. Et je pense aussi que dans ces contextes de chirurgie, c'est pas anodin. Et puis jusqu'à la mort. Donc moi, c'est un sujet qui me préoccupe quotidiennement et c'est vraiment mon cheval de bataille. Donc je vais plutôt m'atteler à ça dans les quelques minutes qui suivent. Donc on a les recommandations de l'HAS qui datent de 2019 pour la population générale concernant le dépistage de la dénutrition. Évidemment, tous les critères ne peuvent pas être utilisés comme celui de l'indice de masse corporelle qui, normalement, pour les adultes, ne doit pas être en dessous de 18,5 et les personnes âgées en dessous de 22. Là, nous avons affaire à des patients qui ont évidemment un IMC beaucoup plus élevé, donc on ne peut plus s'y référer. Il faut faire attention à cette perte de poids au domicile post-chirurgie qui peut être perçue par le patient et comme pour l'entourage aussi, comme très positive, puisque c'est vraiment ce qui est recherché, mais attention à la perte trop importante. Le poids global peut rester stable, mais il peut y avoir des modifications de la composition corporelle. Donc nous, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir recours à l'impédance-métrie dans ces cas-là, mais plutôt en milieu hospitalier, qui est quand même faite de manière beaucoup plus précise qu'elle peut être à domicile. C'est pas, je trouve, pas assez mise au point pour le domicile. Et puis, on a aussi dans les bilans biologiques. Alors, l'albuminémie n'est plus un critère de dépistage de dénutrition, mais va nous caractériser la sévérité. Et l'albuminémie peut être abaissée dans de nombreuses situations, telles que l'inflammation qui est dosée donc avec la CRP et qui va accompagner l'obésité. Donc, tous ces critères-là vont faire qu'on va peut-être passer à côté d'un état de dénutrition de notre patient. Donc, pour appréhender la dénutrition chez nos patients concernés, on va constater peut-être une perte de poids trop rapide, trop importante, égale à
égal et supérieur à 5% en un mois. Alors c'est là la difficulté, c'est qu'aussi c'est ce qui est recherché. Mais on va en parallèle faire une évaluation des ingestats. C'est notre travail de diététicien, de calculer l'apport protéique par jour et de voir si notre patient prend bien ses compléments vitaminiques et en oligo-éléments. Donc ça, c'est notre rôle vraiment de diététicien. Et puis, il peut y avoir tout un contexte clinique, donc d'infection, de cicatrisation. Et en cas de dénutrition et de cicatrisation, les apports devraient être majorés. Et là, on est vraiment dans une situation où on ne peut pas vraiment majorer les apports. Donc, c'est là où nous aurons affaire à une mise en place de nutrition artificielle. On va prendre en compte aussi la diminution des capacités physiques. Un patient qui va beaucoup moins se mobiliser peut nous inquiéter un peu. Et puis, on va, pour le bilan nutritionnel, évidemment, élargir à autre que notre regard sur l'apport calorique et l'apport protéique. On va regarder le bilan vitaminique, notamment B et C, le bilan martial, et puis l'albuminémie et préalbumine. J'avance un peu parce que le temps passe vite. Je finis sur ces 2 dernières diapos. Voilà, en dénutrition, on souhaite un apport protéique de 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo par jour. Et là, dans les recos qui viennent d'être publiés par l'HAS, ils demandent un apport minimum de 60 g par jour. Après, on sait qu'un apport de plus de 2 g par kilo par jour peut être délétère, ne serait-ce que pour les reins. Et voilà, on a aussi des patients qui ont des pathologies associées à l'obésité, donc il faut y être très sensible. Et puis, donc des apports énergétiques, les recos de l'ESPEN qui datent de 2021 sont de 25 à 30 kilocals par kilo par jour en cas de dénutrition. Donc, pour nous, les diététiciens, il nous faut des calculs sur des poids ajustés avec des formules un peu barbares que je ne vous demanderai pas de retenir. Voilà, donc j'ai fait mon petit tour très rapide parce que le docteur Al-Samman, merci beaucoup pour votre présentation, était très complète. Très enrichissante. On pourrait refaire peut-être une petite séance vraiment sur la prise en charge nutritionnelle de nos patients, sur la reprise alimentaire, évidemment, avec, vous l'avez dit, le fractionnement, des quantités moindres, de ne pas boire en même temps que manger, etc. On pourrait refaire une petite séance rien que là-dessus. Et puis, merci beaucoup. On va prendre en compte les questions. Voilà. On va répondre à quelques questions. On a une petite nouveauté Zoom là, sur laquelle on fait la visio qui nous dit que ça va couper à 14 h. Donc, il nous reste 5 minutes pour prendre quelques questions. J'en ai une qui me paraît assez intéressante, c'est comment est choisi le type de chirurgie? Alors, le type de chirurgie, il est choisi en fonction déjà de ce que veut ou ne veut pas le patient, parce qu'il y en a qui arrivent avec un projet très défini et qui nous disent, moi, je ne veux pas ça pour plein de raisons, des antécédents et des comorbidités, puis des habitudes de vie aussi, notamment le rythme de vie, le travail. On ne fera pas de bypass à un chauffeur de bus, par exemple, pour pas qu'il fasse un dumping. Donc, c'est au coup par coup. Parfois, moi, je pense à quelque chose et en RCP, on part sur un autre projet. Donc, c'est une discussion, mais c'est avant tout ce que veut ou ne veut pas le patient. Très bien. On a une deuxième question. Quelles sont les raisons de la reprise de poids post-chirurgie? Eh ben, ne plus respecter les consignes alimentaires que vient de citer ma collègue. Ça, c'est la première cause. Hein, c'est ne plus écouter aussi ses besoins. C'est-à-dire manger, ben, pas quand j'ai faim, mais quand j'ai envie de manger, ne plus gérer ses émotions. Et puis c'est de reprendre ses mauvaises habitudes, d'arrêter le suivi. C'est pour ça qu'on leur demande de voir au moins chaque praticien une fois par an. Voilà, mais c'est à chaque fois un écueil ou des fois des accidents de la vie, hein, une hypothyroïdie, une grossesse, voilà, je sais pas, un changement d'habitude de vie, quelqu'un qui faisait du sport qui s'est blessé, toutes les autres causes de reprise de poids de la vie classique. Mais dans le cadre de la chirurgie, c'est quand même un relâcher des bonnes habitudes. Et est-ce qu'il n'y a pas un rebond par rapport au nadir qui est Toujours. donc le Ça, poids le plus il bas? est Oui, c'est ça. classique Hein. et c'est Ouais. pas ce que j'entends dans échec de la reprise de D'accord, poids. oui, oui, bien sûr. Il y a toujours une grande perte de poids que nous on appelle la phase lune de miel là, où ils sont contents, ils supportent tout de ce mariage avec ce nouveau corps. Et généralement, à partir de 18 mois, il y a un petit relâché, on est un peu plus confortable, voilà. Donc ça, c'est normal. Il y a une petite reprise de poids qui est variable et qui est difficilement quantifiable même dans la littérature. Voilà, qui, si elle se stabilise pour moi et pour toutes les équipes d'ailleurs, hein, ne rentre pas comme une reprise de poids pathologique, quoi, voilà.
Très bien. Bah, écoutez, plutôt que d'être coupé par Zoom, je préfère qu'on arrête là et qu'on dise au revoir correctement. On avait quelques autres questions, mais effectivement, je pense que Vanessa a une bonne idée si on pourra peut-être refaire quelque chose ensemble. Quand vous voulez. Voilà, pour continuer ce thème-là, en fait. Donc, on vous proposera quelque chose. Merci beaucoup, Dr Alsaman. Merci beaucoup, à vous. Vanessa. Merci à vous. Bonne continuation à tous. Bon Excellente après-midi. journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.